Chapitre 7. Marie-Julie Jenny. Pas de fraude à la frauder. Le docteur Antoine Imbert Courbayeur était professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Il fut l'ami d'Ozanam et de Lacordaire. Louis Veuillot l'appelait le Doctimbert. Il fut mis fortuitement en présence de Louise Lateau, la stigmatisée célèbre de Belgique. Ce cas l'intéressa prodigieusement. Il ne put l'expliquer aux lumières de la science médicale. Il fit enquête sur tous des cas de stigmatisation présents et passés. Et cela le conduisit, après 26 ans de labeur, à faire paraître en 2 volumes une étude complète sur le phénomène. Une première étude fut éditée sous le titre « Les stigmatisés ». Au début de 1873, il fait hommage de son livre à tous les évêques de France. Celui de Nantes lui envoie une lettre d'approbation. Or, justement, dans ce même diocèse, l'ouvrage à peine paru, surgit une nouvelle stigmatisée. Un prêtre de Nantes lui écrit pour la lui révéler. Entre eux s'établit un échange de correspondance et, dès septembre 1873, le docteur Imbert décide d'étudier l'événement sur place. Au passage, il visite Monseigneur Fournier. Celui-ci, après le rapport défavorable de sa commission, ne sait que penser, surtout que de nouveaux faits se produisent. Il prie donc le docteur Imbert d'étudier soigneusement le cas. Une première visite du docteur à la Fraudet sera suivie de 14 autres, dont l'une d'1 mois. Le premier voyage, le 24 septembre 1873, écrit le docteur Imbert, j'arrivai à Blanc. Sur les 2 heures de l'après-midi, j'entrai dans la chaumière de la Fraudet. La Fraudet est un tout petit hameau de 13 feux. On y arrive par la route du Gavre. La seconde maison à gauche est celle de Marie-Julie. La chaumière est des plus modestes, sans fenêtre éclairée, seulement par une porte. Simple rez-de-chaussée de 4 et 5 mètres de côté, avec 3 lits. Là habite toute la famille, 6 personnes. Ajoutez une écurie, un grenier par-dessus et une grange contiguë. J'entrai en compagnie de Monsieur Grégoire, négociant à Blain. Homme droit et pieux, ami des Jenny, je fus le bienvenu. La connaissance avec toute la famille fut vite faite. Marie-Julie était assise près du lit. Petite, de taille, 1,50 m, elle me fit l'effet presque d'une enfant. Je lui aurais donné 16 ou 17 ans. Elle en avait 23. Sa figure est d'un bel ovale, joli, coloré. Les yeux sont doux, pleins d'expression. Pupilles d'un brun verdâtre, front large, un peu bombé, cheveux châtains en bandeau, relevés en chignon. Par derrière, le tout recouvert d'une petite coiffe blanche. Robe noire de bure, tablier à raies grises, simple, fichu de laine lilas. Marie-Julie répond à toutes mes questions, avec précision, sans hésitation ni bavardage. Je lui en fis beaucoup. Elle s'exprime dans un assez bon français, entremêlé d'un peu de patois local. Rien de guindé dans sa manière de parler, tout est naturel. Elle a un air de franchise, de modestie et de simplicité. Le docteur examine les stigmates. Ils sont douloureux, à la pression, sans auréole, inflammatoire autour, ce qui exclut toute hypothèse d'instrumentation. Pas de stigmates sur le dos des mains, mais une légère tuméfaction indique qu'ils vont percer, comme la Vierge vient de l'annoncer. Les plaies des pieds forcent la jeune fille à marcher de côté sur les hanches. La famille Jenny est fort ennuyée du concours hebdomadaire de pèlerins. Depuis 6 mois, elle a perdu paix et liberté. Vous a-t-on offert de l'argent? Oui, monsieur. Nous ne sommes pas riches
mais nous n'avons rien pris. Le docteur Humbert reste plusieurs jours et assiste à plusieurs extases. La Vierge déclare qu'elle est contente de ce que le docteur vienne pour faire l'œuvre de Dieu. Lors d'une extase, une mouche se fixe sur le blanc de l'œil et y reste longtemps, ce qui suppose, chez la stigmatisée, une insensibilité prodigieuse. Le docteur Humbert établit le procès-verbal de la maladie de Charles, guéri le 2 mai précédent. La conclusion de sa visite est celle-ci. Vous avez là, monsieur, une stigmatisée de bon aloi. Il n'y a pas de fraude à la frauder. Ordre fut donné à l'abbé David d'envoyer chaque semaine un rapport à l'évêché. Une semaine plus tard, le docteur à Clermont recevait une lettre de l'évêque de Nantes. Mon cher docteur, le docteur Jouon, qui sait votre voyage à la Fraudet et que vous avez désiré le voir, veut que je vous envoie son rapport, malgré les observations que je lui ai faites et l'annonce de faits nouveaux qui me semblait très respectable et de nature à inspirer des doutes, il y tient. J'accomplis son désir tout en vous annonçant que la couronne d'épines s'est manifestée, avec effusion de sang déjà 2 fois. Monsieur le curé de Blain, que j'ai vu aujourd'hui, m'en a parlé avec émotion. Toutefois, je vous engage, cher docteur, à ne pas vous presser pour parler de nos phénomènes de la Fraudet. Pensez-y longtemps. Laissez le jour se faire si clair que les plus obstinés soient forcés de se rendre à l'évidence du surnaturel divin. Pour moi, je me réserve comme premier pasteur, mais j'espère que j'aurai plus tard l'occasion de parler. Veuillez agréer Félix, évêque de Nantes. L'obstination du docteur Jouon. Le docteur Jouon est très mécontent de ce qu'un collègue, dans l'art médical, contredise les conclusions de son enquête. Il sait ce qu'il a vu. Il ne retournera certes pas à la Fraudet. Quoi que puisse inventer encore cette simulatrice, son cas est définitivement jugé. Il prend sa plume la plus acerbe et rédige un second rapport qui remplit 8 pages dactylographiées très denses. Nos conclusions disaient que les faits observés, stigmates, écoulement de sang, extase, n'étaient ni surnaturels, ni même naturels, mais artificiels et simulés. Les preuves directes de la supercherie seront données plus loin. Absence complète de piété durant la journée du vendredi. On ne l'a vu ni faire le signe de croix, ni dire son chapelet. Pas une invocation, pas une prière. Nul recueillement, nulle marque de confusion ou d'humilité. Son unique préoccupation, tenir ses mains écartées pour les montrer. Il est permis de se tenir en garde lorsqu'on observe des allures si peu en rapport avec l'humilité. La simplicité est parfois la sainteté des stigmatisés connus. N'a-t-elle pas aussi prophétisé pour telle date sa guérison et celle de son frère? Or, son frère est resté boiteux et, pour elle, sa prétendue tumeur n'a jamais été constatée par son médecin ni par nous. Ces stigmates, les clous n'ont pu certainement être enfoncés que par le dos des pieds du Sauveur, et c'est au contraire la plante qui est blessée. Ne répugne-t-il pas au bon sens que Dieu, pour imprimer ces stigmates, s'y prenne à tant de reprises, d'une façon si hésitante, n'osant dépasser l'épiderme, tâtonnant, et pour un résultat si puéril? Et nous pourrions douter que nous avons surpris Marie presque en délit
d'imposture. Que pourrions-nous donc trouver si nous arrivions inopinément près de quelqu'un en train de préparer ses stigmates? L'évidence était pour nous entière. Et pour ce qui regarde Monsieur Sortez, sa simple présence auprès du lit aurait-elle eu l'effrayante puissance d'arrêter une manifestation divine? Comme si parmi les 4000 visiteurs de la Frodé, il ne devait pas s'en trouver quelques-uns exposés aux mêmes exclusions que ce médecin. Est-il acceptable que des miracles de cette valeur soient successivement offerts, commencés, interrompus, de telle sorte que Dieu refuse aux chrétiens le moyen de les constater réellement? Et ces extases, il paraît que, depuis lors, les mouvements de Marie, dans sa crise, se sont profondément modifiés. Il représenterait maintenant différents actes du chemin de croix. J'ignore jusqu'à quel point le ravissement de l'extase est compatible avec cette mimique. Votre grandeur trouvera sans doute légitime, après cet exposé, que je maintienne avec énergie les conclusions de notre rapport, que je formule de nouveau en ces termes. Stigmate évidemment artificielle, hémorragie nulle ou insignifiante et survenue dans les conditions les plus accusatrices pour la sincérité de Marie Jenny. Crise nerveuse sans caractère extatique. Signé Dr Jouon, Nantes, le 9 octobre 1873. L'évêque à la Frodé. Il ne reste donc à Monseigneur Fournier que la ressource de rencontrer lui-même Marie-Julie. C'est le vendredi 17 juillet 1874 qu'il va, pour la première fois, à la Frodé, accompagné du supérieur des Jésuites, de son vieil ami le vénérable Monsieur Sionnet, et de son secrétaire, le chanoine Duracier. L'abbé David les y attend par ordre. Marie Jenny a souffert dans la matinée plus que de coutume. Stigmates et couronne saignent. Monseigneur arrive à 10 heures. Salue paternellement toute la famille qui s'agenouille. Ils entrent dans la cellule où la stigmatisée achève son chapelet. Elle se lève en trébuchant, se jette aux pieds de l'évêque et demande sa bénédiction. La conversation s'engage, Marie-Julie répond à toutes les questions. Elle répond avec modestie, simplicité et surtout sans hésitation, ce qui frappe l'assistance. Après un interrogatoire d'1h30, on déjeune à la table familiale. Quelle affaire pour la mère Jenny! Après le déjeuner, pendant un quart d'heure, l'évêque s'entretient seul à seul avec la jeune fille. L'extase commence et l'assistance est admise. Sa grandeur assiste aux scènes de la Passion telles qu'elles se déroulent désormais, presque invariablement. Le discours de l'extatique roule sur la délivrance de la France, au temps de ses malheurs futurs et sur le triomphe du grand pape. L'évêque dépose sur la poitrine de Marie-Julie, en extase, une croix faite de l'écorce du noisetier des apparitions de Paray le Monial. Elle la porte à ses lèvres et murmure « Marguerite Marie », de même que des reliques et d'autres objets dont elle décèle la provenance. Monseigneur se retire très ému. Sa conviction est désormais bien établie, mais il décide d'attendre pour une déclaration officielle.